À quel âge avez-vous commencé à lire des histoires à vos enfants? Ils avaient quel âge? Alors vas-y, allez-y, dites-moi. Moi, ils étaient bébés. Ils étaient tout petits bébés? Bébés? Bébés, ok. Vous lui lisez des histoires? Non, pas encore. Pas encore. Hey. Bébé. Bébé aussi. Voilà. Hein? Pas encore. Moi, bébé, mais en fait, votre question m'a fait penser qu'aussi quand je lisais les livres Ouais. à son petit frère. D'accord. À son grand frère, du coup. Ouais, je pense que Il profitait des histoires. il D'accord. réagissait, enfin, Et toi, Florence, t'as commencé à lire des histoires à tes enfants à quel âge? Eh ben, moi, je crois que c'était bien plus tard. Ouais. Mais c'était ma sœur qui aimait bien raconter des histoires. Et elle ne lisait pas, mais elle les inventait. Ah oui, alors là, on est dans l'oralité, on n'est pas, on n'est pas dans l'écrit. De ça, etc. Sinon, après, c'était des bouquins d'abord d'images. Mmh. Mais je crois que c'est quand même plus tard que j'ai raconté. Ouais. C'est pas si tôt que tu me dis Ouais. l'utilité, en fait. Et on va demander aux éducatrices de jeunes enfants. Elles lisent, parce que je les ai repérées, hein, elles sont là. Mais je crois qu'il y en a là aussi, il me semble. Non? Vous n'êtes pas éducatrice de jeunes enfants? Auxiliaire de père. Oh, j'ai eu peur du tuteur, j'étais pas bien loin. Il me semblait bien qu'on se connaissait. Et du coup, donc, petit. Ouais? On essaye? Et petit aussi. Alors, donc Florence m'a présentée en tant que professionnelle, mais je vais me présenter aussi en tant que maman. Parce que donc j'ai 3 enfants. Une qui a 20 ans, qui fait 1m85, c'est juste horrible, je sais pas comment j'ai pu faire une grande fille aussi grande. Un jeune homme de 14 ans, donc, qui est plus grand que moi aussi. Il n'y a plus que ma petite dernière de 9 ans, qui est encore plus petite que moi. Et en fait, mes 3 enfants, j'ai commencé à leur lire des histoires à des âges différents. Puisque moi, j'ai appris des trucs au cours de mes années de formation, donc d'éduc de jeunes enfants bien sûr, mais aussi de lectrice, future lectrice. Ma grande fille, j'ai commencé à lui lire des histoires, elle avait 2 ans à peu près. Alors peut-être plus comme Florence, à mon avis, je suis sûre que c'est dans ces eaux-là que souvent, je croise des parents qui commencent à lire des histoires, enfin maintenant de moins en moins quand même, parce que je vois bien que... Et mon fils cadet, j'ai commencé à lui lire des histoires, il devait avoir 14-15 mois. Alors là, c'est le cauchemar pour lire des histoires aux enfants de cet âge-là. Et puis aussi, ma petite dernière, elle par contre, j'ai commencé à lui lire des histoires, elle avait 2 jours, je crois, à peu près. Voilà. Alors tout ça pour vous dire qu'effectivement, je vois bien que dans l'assemblée, il y a des personnes qui sont déjà bien rodées sur la lecture au tout petit, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément spontané. Et ben, du coup, pour commencer, je vais vous lire une histoire, parce que j'aime bien commencer. Hein. Alors, vous voyez, il est un peu vécu. C'est le cadeau que je me suis fait pour la naissance de ma fille, en fait. Voilà. Donc, c'est Mon coquelicot. Mon coquelicot, ma cocotte, mon collage, en colimaçon du coq à l'âne au coquelicot au coquillage, décidément il est coquet et coquin, ce coquelicot. Un crocus, ça crachette, ça craquette ou ça crachouille? Crapoussin, crapoussine, un crocus, mon croco, le croque-mitaine va nous croquer. Quoi? Tu crois? Non, je ne crois pas, parce que c'est moi qui te croque. La fleur du péché. Une pêchette, une pécheresse, elle connaît les bêtises, les sottises. Gourmandise, coquillette, ciboulette, t'as la pêche. L'hortensia amoureux, de l'ortie ou de l'horticultrice? La houlette, la bêchette, l'arrosoir pour le soir, jardinet très coquet, ça t'exaspère, faut pas t'en faire. Le caprier, capricant, capitule. Captivant, il caracole, carambouille, carbure et finalement caressant, il joue des castagnettes et ça cartonne. La tulipe turbulente en tutu, turquoise ou lapis-lazuli. Une turitelle tutélaire la tutoie. Cette turlutaine me turlupine. Tutti frutti et tutti quanti. Le pavot, tu pavoises, tu te pavanes. Patemouille, tu patrouilles. Pas la peine d'en faire un pataquès. Tu patines, tu patauges. Qu'est pas ça? Le lys asiatique, c'est magique. Ces chinoiseries, son chinchilla, j'y crois pas. C'est chimérique, alambiqué, quintessentiel, trop compliqué, je laisse tomber. La pivoine pittoresque arrête tes pitreries. Des pizzicati ou des pizzicato, maintenant ça suffit. Violette, rose, parme et bleu. Mais pas rouge. Quelle pirouette ma pivoine! Des fleurs pour mon cœur de toutes les couleurs, quel bonheur! Quoi? Qui va là? Un poème d'amour? C'est trop balourd. Moi, je le dis sans détour, je le dis carrément, je t'aime, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est mon précieux, comme on dit, je vais faire mon Gollum. Et
Et en fait, bon là je vous ai donné une indication, c'est un livre que je lis beaucoup aux bébés. Alors des fois on me dit, tu lis ce truc-là aux bébés? Enfin, il y a la moitié des mots, on ne les comprend pas. C'est quand même bizarre de lire un truc aussi compliqué, long, il y a quand même beaucoup de texte. Alors, à votre avis, pourquoi ce livre-là est vraiment fait pour les bébés? Les éduques n'ont pas le droit, les éduques auxiliaires n'ont pas le droit de répondre. Les mamans ou les grands-mamans, peut-être. Pas encore. Pas encore. Mais je l'ai celui-là. Vous l'avez celui-ci? Pour les futurs prochains petits-enfants. Moi je l'ai découvert, c'est sonorité. C'est ça, exactement. C'est ça. Même nous, on les comprend. Même moi, il y a des trucs que je ne comprends pas dans ce livre et je m'en fous, en fait. Mais c'est juste le. Voilà, celui-là. C'est exactement ça. La musique des mots. En fait, les bébés, tout petits, ils ne sont pas enchaînés par le sens du texte. Ils sont vraiment accrochés à la musique qui s'en dégage. Alors celui-là, c'est un très bon exercice de diction, au passage. Si vous avez envie de vous exercer, il est parfait. Et vraiment, en fait, les bébés sont vraiment accrochés à ça, à la musique des mots, plus qu'au sens des mots. Et ça, c'est quelque chose qui dure quand même relativement longtemps, parce que des fois, on me dit, oui, mais tu dis ce texte-là à un enfant qui a 14-15 mois, il ne va rien comprendre. Peut-être, déjà, parce qu'on n'est pas dans la tête de nos enfants, donc peut-être il ne va rien comprendre. Mais aussi, nous, quand on lit, moi, quand je lis ce truc-là, il y a plein de choses qui se dégagent de moi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on partage des histoires avec nos bébés. Enfin, quand je dis bébé, je prends la fourchette 0,3, je suis large pour les bébés. Quand on partage des histoires avec nos enfants, c'est ce qui émane de nous qui est aussi important finalement que le sens du texte. Et je vais me balader partout. Alors, j'avoue que j'ai toujours plein de trucs à dire. Je vais prendre un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Petit Point. Et Petit Point, c'est un livre qui parle de migration. Et du coup, j'ai beaucoup de professionnels qui m'ont dit « Oui, mais quand même, enfin voilà, c'est compliqué, ils vont pas comprendre. » Alors oui, effectivement, ils vont pas comprendre. Mais ce livre est tellement beau que moi, quand je le lis, il y a énormément de choses qui se diffusent de moi. Et du coup, les enfants, ils prennent ça. Alors en plus, il a un avantage pour lui aussi, comme... alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai beaucoup de livres en noir et blanc. Ça a aussi une explication. Alors, les éditeurs, donc ça c'est chez Seuil Jeunesse, ont compris quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est marqué au dos. C'est bien qu'il l'explique en plus aux papas et aux mamans qui achètent ces livres. Alors déjà, les bébés, quand ils naissent, leur vision n'est pas aboutie. Ils y voient à peu près comme vous et moi dans les environs de 1 an. Donc du coup, avant, leur vision, elle est floutée. Et du coup, inévitablement, ce qu'ils voient bien, c'est les choses qui sont à fort contraste. Et donc chez Seuil Jeunesse, ils ont fait cette superbe collection. Donc ils ont fait des grands livres, parce que les petits bébés aiment les grands livres. D'ailleurs, j'ai fait un test il n'y a pas très longtemps. Quand on le met dans ce sens-là, la plupart du temps, ils sont plus grands que les bébés à qui je lis. Hop là. Et quand on le met dans ce sens-là, dans le sens de lecture, eh bien, il y a un truc qui est très chouette, c'est que les bébés plongent dans l'histoire. On est vraiment là-dedans, en fait. Et du coup, c'est assez chouette de voir ces bébés, finalement, ils rentrent dans le livre. Et alors là, bon, alors déjà, souvent, les enfants me disent c'est le loup, celui-là. En fait, c'est pas le loup, si vous regardez bien, c'est Cyrano de Bergerac. Voilà, c'est la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Et là aussi, ça peut surprendre, la grande littérature pour nos tout-petits. Eh bien oui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un français qui est quand même assez désuet, donc qui sonne vraiment particulièrement à l'oreille, et du coup qui est très musical. Et oui, les bébés adorent la tirade du nez de Cyrano de Bergerac, je vous confirme. Ils ont fait, chez Seuil Jeunesse, ils ont utilisé aussi d'autres choses comme... tas de Rita de Race, et vous savez, les virelangues, c'est les choses avec lesquelles on s'amuse au niveau du son. Le plus connu étant les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches. À mon avis, je ne sais pas si d'ailleurs dans la collection ils ne l'ont pas sorti, je ne sais plus. En tout cas, tout ce qui sonne pour les bébés a fort grand succès. Et donc inévitablement, quand on parle de choses qui sonnent, on va arriver aux comptines, puisque
ne sonne pas plus qu'une belle phrase, qu'une belle chanson. Donc là, pareil, toujours dans la même collection, c'est chez Seuil Jeunesse. Ils ont pris... Vous la connaissez celle-là? Qui a vu dans la rue... Ah, il y en a qui connaît. Terre, c'est ça. Qui a vu dans la rue tout menu, le petit verre tout nu. Alors pour ceux qui voient un truc et qui se disent tiens, c'est peut-être une comptine, je ne devrais pas le dire. YouTube est mon ami dans ces moments-là, quand je ne me souviens pas de l'air. C'est tout bête, mais c'est plutôt pas mal. Pour continuer sur les livres et les bébés, alors je vais vous présenter aussi dans l'édition générale, celui-là on va le mettre de côté puisque c'est bien, les comptines, ils s'en sont beaucoup saisis. Et alors ce qui est très sympathique, c'est Coucou Hibou par exemple, à peu près tout le monde connaît, sauf que là, Lucille Plassin s'est amusée à rallonger la comptine. Donc du coup on a le premier couplet qu'on connaît inévitablement tous, et là, dès la 3e page, le hibou, il est tombé par terre et il parle à un grand cajou. Et du coup, époumibou, dans la forêt lointaine, on entend le hibou, il traverse la rivière et croise un gros mérou. Donc il a du dentifrice. Alors ce qui est chouette en plus, c'est que les illustrateurs s'éclatent. Et en fait, ce sont des albums pour nos enfants. Mais nous, on s'amuse bien aussi quand même. Donc vraiment, chez Casterman, il y a toute une collection comme ça qui a repris je vois dans la même collection 46 titres parus. Donc il y en a vraiment qui sont très très chouettes. Il y a la famille Tortue, moi, dans cette collection-là, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a Fait dodo Cola mon petit frère. Dans cette collection-là, je l'aime pas trop. Dans celle-ci, je l'aime beaucoup plus. Il y a chez Didier Jeunesse, donc aussi. Donc chez Didier Jeunesse, cette collection-là, elle est vraiment bien identifiée puisque c'est marqué Pirouette. Donc Didier Jeunesse Pirouette, ce sont des comptines. C'est pour ça que des fois, je me suis retrouvée avec des livres dans les mains, il y a marqué Pirouette, je dis tiens, je ne me rappelle pas que c'était une comptine. Donc du coup, là, c'est à ce moment-là que effectivement YouTube est mon ami. Donc du coup, ils ont fait... on fait les pompiers, ils s'est amusé à rajouter des couplets. Dans cette version-là de Ferro-Jacques, j'aime beaucoup parce que du coup, on part dans des langues étrangères. Donc là, on l'a en français au début. Et puis après, on l'a en espagnol, et puis en anglais, et puis en italien. Donc, aux premières lectures, ça surprend un peu, mais bon, on est sur le même air et tout, donc c'est assez rigolo à partager. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment au niveau de l'édition générale. Il y a d'autres petites pépites, on va dire. Celui-ci qui est un très très grand classique des bébés. Alors il y a encore autre chose qui se joue. C'est l'histoire du miroir, puisque dans ce magnifique album, en fait, on a des très très belles photos de bébés en noir et blanc. Et celui-ci, vraiment, il est paru, je crois, dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. C'est 95, ouais, la première édition. Et du coup, son succès ne se dément pas, parce que, en plus, donc on a plein de bébés en noir et blanc dans ce livre, mais à la fin, il y a un bébé en couleur. Il y a celui-ci. Donc du coup, ça, c'est un livre que alors les tout petits bébés aiment bien, mais là, les plus grands aussi, surtout au moment du miroir où on se reconnaît et où on joue avec ça, celui-ci, c'est une vraie merveille. Donc voilà, il y a celui-ci. Et chez Mémo, je vais vous présenter aussi, alors, bon, j'ai pas pris le bon zut, j'ai pris de papa en papa. Je trouve que c'est pas le meilleur des deux, parce qu'il y a de maman en maman. Là, c'est pareil, on joue vraiment sur la musicalité des mots. Je vous lis juste la première page, vous allez vite comprendre. Il y a très, 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 très longtemps, le papa du papa du papa du papa du papa de mon papa vit naître le papa du papa du papa du papa de mon papa. Et là, on continue. Il y a très, très, très longtemps, le papa du papa du papa du papa de mon papa vit naître le papa du papa du papa de mon papa. Et au fur et à mesure, on va dans le temps et à la fin... il n'y a pas longtemps, moi, ton papa, je t'ai vu naître, toi, mon enfant. Voilà. Mais du coup, il est super musical. Il y a des fois, même à la fin, on se dit, il y a combien de papas, je sais plus, je crois que j'ai loupé une ligne. Bon, bref, il est très très chouette et les bébés l'aiment beaucoup aussi, celui-ci, parce que justement, il est très très musical, il sonne beaucoup aux oreilles. Voilà. Hop. Je me fais de la pub tout de suite ou pas? Parce que
Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu un métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant 7 ans. Et ça fait, maintenant je suis passée du côté obscur de la force, ça fait 8 ans que je suis lectrice. Et de côtoyer ces livres tous les jours, inévitablement, à un moment donné, on a envie, surtout quand on écrit régulièrement, de faire pareil que tous ces artistes qui sont diffusés dans des grandes maisons d'édition. Et du coup, je me suis inspirée de ce qui marche. Et celui-ci, donc, c'est Mon enfant, ma douceur. C'est un album qui est dédié à mes 3 enfants. Et du coup, qui reprend un petit peu finalement, si on regarde bien, beaucoup de beaux bébés. Et où on a de la photo noir et blanc avec de la poésie. Donc du coup, vraiment, voilà, ça c'est un livre. Moi, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de lire en maternité, puisque j'ai eu l'honneur et l'avantage d'intervenir pendant 6 mois à la maternité de la Châtaigneraie. Et je suis restée assez époustouflée de la capacité de nos bébés lorsqu'on leur lit des histoires. Parce que donc, pendant très longtemps, je suis intervenue en PMI, protection maternelle et infantile, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, en fait, en PMI, les plus petits bébés que j'ai eu le plaisir de côtoyer avaient, les plus petits ont 1 mois et demi, 2 mois. Et quand je suis intervenue en maternité, bon, j'avais déjà mon bagage de côtoyer des tout petits, mais j'avais jamais lu à des si petits. En général, je venais voir les papas et les mamans, les bébés avaient 2-3 jours. Et je vais vous raconter une petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires. Dans une de ces lectures, je suis arrivée dans la chambre, donc je venais avec mon petit panier, où j'avais 6 ouvrages dedans. Donc les parents avaient été prévenus. Je regarde madame, parce que comme elle a son gros ventre, ça, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, vous auriez pu en bénéficier. Et du coup, donc je rentrais, je proposais une lecture de bienvenue pour les bébés. Et du coup, alors souvent les parents, bon, d'accord, ok, plutôt assez bien accueillis, mais plutôt avec un gros point d'interrogation dessus de la tête, c'est-à-dire de dire bon, voilà. Donc c'était ou le papa ou la maman ou les deux ensemble qui choisissaient le livre. C'est important quand même que ce soit papa ou maman qui choisissent. Et donc moi je faisais la lecture de bienvenue au bébé. Et donc la petite histoire que je vais vous raconter, donc je rentre dans une chambre, papa est assis, vous savez, sur l'espèce de grand fauteuil là, bien confortable avec sa petite fille dans les bras. Maman était à côté du lit. Et donc du coup c'est maman qui choisit le livre. Et on discute avec papa et maman avant que je m'installe pour lire l'histoire. Et en fait, cette petite fille, elle était, on va dire, souriante, comme peut l'être un bébé de 2 jours, c'est-à-dire, on va dire, le visage détendu plutôt. Et du coup, donc je me rapproche d'elle et de son papa, maman vient avec nous aussi, et je commence à lire l'histoire, et là, je vois cette petite fille, le visage qui se ferme, les sourcils qui se froncent, on regarde comme ça. Et là, je me suis dit, ouh, il y a un truc qui se passe. Et je lis mon histoire, et du coup, juste après l'histoire, je rediscute un petit peu avec papa et maman, et au moment où j'arrête de lire le livre, hop, il y a tout qui se redétend. Donc, je ne suis pas dans la tête de ce bébé, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une différence entre le moment où je discutais avec ses parents et le moment où je lui lisais une histoire, car quand même, il faut le dire, dans les livres, on utilise la langue du récit et non pas la langue factuelle, la langue de tous les jours. Et du coup, ça, les bébés le comprennent très très vite. C'est à 2 jours. Du coup, à mon avis, cette demoiselle avait très bien compris qu'il y avait une différence entre le moment où je discutais avec ses parents et le moment où je lui lisais une histoire. Je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez envie de poser des questions, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, je vous ai présenté mon petit album à moi. Vous pourrez venir le feuilleter après. Enfin, tous mes livres d'ailleurs, vous pourrez venir les feuilleter après. Et je suis aussi partie du principe que les enfants aiment quand on chante. Donc je me suis amusée avec Au clair de la lune et je l'ai revisité un petit peu. J'ai fait un peu comme les personnes qui travaillent pour Didier Jeunesse. Et du coup, Élivre remplace Pierrot dans cette histoire. C'est lui qui est tranquillement installé à l'intérieur et c'est Pierrot justement qui vient taper à sa grotte pour lui demander une plume pour écrire un livre. Voilà. Donc je vous laisserai le regarder tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait tes illustrations? Alors les illustrations sur cet ouvrage-là, c'est un monsieur qui s'appelle Ludovic Bouillet
Et Ludovic, en fait, d'habitude, il fait de la bande dessinée. Et ce qui est assez chouette, c'est que c'était le challenge, en fait. Je lui ai demandé, et il m'a dit, bon, allez, on y va ensemble. Et ce qui est assez chouette, d'ailleurs, dans la construction d'un ouvrage jeunesse, c'est que moi, à la base, donc je dessine comme une brêle. Hein. Ça, c'est... mais par contre, j'ai des images dans ma tête. Donc du coup, je lui ai fait des croquis qui ressemblent à rien d'ailleurs, mais en tout cas pour lui donner une idée de ce dont j'avais envie. Et puis, il a commencé à dessiner et moi j'avais gardé le frappe à ta porte, comme dans la comptine originale. Il me dit, mais un ours, ça vit pas dans une maison. Ah, je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis il me dit, ouais, l'histoire du bon Dieu, il me dit, moi je suis pas très fan, tu pourrais pas mettre autre chose. Je dis, pas de problème. Donc cette page-là, qui normalement devait être une jolie maison, avec ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu, eh bien c'est devenu ouvre-moi ta grotte pour m'aider un peu. Voilà. Et du coup, c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que de se dire que, voilà, moi j'avais un écrit, et quand Ludovic a commencé à faire les dessins, eh bien du coup l'écrit s'est transformé pour coller aussi à l'identité aussi de chaque personne qui a contribué à cet ouvrage-là. Et d'ailleurs, c'est arrivé aussi pour mon autre livre, tant que j'y suis, je fais le dernier. Alors cet album-là, qui s'appelle Virevolte, c'est un album qui est resté pendant 1 an dans le fond d'un tiroir. Je vais raconter son histoire. C'est un album qui a candidaté, vous savez, pour le livre offert aux bébés dans le Puy-de-Dôme. Le conseil départemental, tout à fait. Et donc il faut le savoir, c'est un concours qui est organisé chaque année pour les auteurs et ou illustrateurs débutants. Et du coup, cet album-là avait été présenté, mais sous une autre forme. À la base, c'était un projet où il n'y avait que de la photo et du texte. Donc j'ai travaillé avec un photographe qui s'appelle Steve Hans, qui fait des très très jolies photos de paysages. Et du coup, voilà, on a travaillé, on a fait des allers-retours et on a présenté notre projet donc, pour le concours de les livres aux bébés. Et bon, il n'a pas été élu et du coup, il est resté dans un fond de placard. Et puis après, j'ai eu, 1 an plus tard, j'ai eu l'honneur et l'avantage de rencontrer Margot Chastenay, qui est éditrice. Donc il y a une petite maison d'édition qui s'appelle Il était une fois l'Auvergne. Donc c'est un joli petit logo vert là. Et qui est aussi illustratrice. Et la dynamique de sa maison d'édition, c'est c'est vraiment que ce soit local, vraiment auvergnat. Et là, du coup, j'ai dit, bon, j'ai un truc à te présenter, quoi. Parce que ce sont que des photos du Puy-de-Dôme. Et elle m'a dit, ok, quand elle a vu le projet, mais elle m'a dit, je vais y rajouter ma patte. Et ça donne quand même quelque chose d'assez merveilleux. C'est-à-dire que vous avez donc en illustration de la photographie et du dessin. C'est elle qui a fait la mise en page et je ne sais pas si ça se voit au premier coup d'œil, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai trouvé assez magique. C'est qu'en fait on part du texte et on a donc Virevolte, c'est ce petit akène de pissenlit qui va se promener à travers les saisons. Et il y a vraiment un vrai mouvement qui part du texte et qui va jusqu'à l'akène. Et ce qui est chouette, c'est que ce livre-là, donc que j'ai aussi écrit pour les tout petits bébés, eh bien, le texte est en blanc. Et quand je lis au bébé, eh bien, croyez-moi, c'est là qu'il regarde. Je confirme. Ah, tu confirmes. J'utilise tous les jours et toutes les semaines pour les bébés. C'est vrai qu'ils regardent le texte. Et ils regardent beaucoup le texte. Le contraste est essentiel. Voilà, c'est ça. Le fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit très contrasté, eh bien, fait que les bébés... Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, en fait, quand on lit une histoire à un bébé, alors Laurence pourra me contredire ou pas, quand on lit une histoire à un bébé, souvent, un des premiers endroits où il regarde, c'est là. Parce que, inévitablement, quand on lit une histoire, le premier truc que l'enfant peut capter, c'est notre voix. Donc du coup, comme il n'y voit pas très bien, il va d'abord aller se diriger sur notre visage. Mais après, assez rapidement, quand il commence à y voir un tout petit peu mieux, alors je vais reprendre mon coquelicot, ce livre que j'affectionne particulièrement et que je connais presque par cœur, quand même, quand je le lis, je suis obligée de regarder. Et en fait, en général, souvent,
les bébés, le premier endroit où ils regardent quand on lit un livre, c'est là. Et parce que moi, je les appelle les petits scientifiques. Nos enfants sont toujours en train de nous observer et d'essayer de calculer le pourquoi du comment. Il fait comme ci, il fait comme ça, machin. Et du coup, ils captent vraiment énormément de choses très très rapidement. Et du coup, ils vont d'abord aller là, puisque c'est là que notre regard se dirige. Et puis après, effectivement, il y a tout l'environnement, on va dire, visuel, artistique qui va entrer en ligne. Mais en général, le premier endroit où ils regardent, c'est ici. Alors, du coup, j'ai eu des fois des parents en PMI qui voulaient absolument que les enfants regardent le livre alors que les enfants me regardaient moi. Je dis, mais non, mais laissez-le faire, c'est pas de problème. Parce que du coup, après, j'ai expliqué aux parents qu'effectivement, le premier endroit où ils vont aller regarder, c'est là où ils entendent le son. Donc, du coup, voilà. Et qu'après, alors là, c'est bien différencié. Donc, du coup, mais quand on est sur, par exemple, sur Virevolt, voilà, ils peuvent profiter de tout. Mais le premier endroit, ils vont aller regarder ici parce que c'est effectivement très contrasté. Même quand c'est un livre tout en noir et blanc. Oui. Oui, ils vont regarder. Parce que notre regard à nous va là quand on lit. Alors après, effectivement, c'est pas... alors, j'ai toujours du mal... dans le développement de l'enfant, et là, je crois que les personnes qui travaillent en structure petite enfance vont pas me contredire, on se dit, à tel âge, il fait ci, à tel âge, il fait ça, mais en fonction des enfants, effectivement, ça va pas aller au même rythme pour tout le monde. Il y a des enfants qui vont être très moteurs et qui vont être très débrouillards avec leur corps très très vite, et puis qui vont avoir le langage qui va arriver plus tard. Et là, du coup, vraiment, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'en plus, si... Comment c'est maintenant, vous allez voir, c'est super. J'ai des mamans qui m'ont dit, en fait, que j'ai croisées, qui m'ont dit, j'ai commencé à lire des livres à mon bébé quand il était dans mon ventre. Et en fait, une fois qu'il a été dans mes bras, il se rendait compte de la différence entre les histoires que je lui lisais quand il était in utero et les nouvelles histoires que je pouvais lui proposer. Il y avait vraiment quelque chose de différent qui se passait à ce moment-là. Parce que in utero, il vous entend parler, il y a le mouvement, il y a toutes ces choses-là. Mais du coup, quand vous racontez une histoire, vous êtes dans une autre dynamique. Et du coup, il se rend compte parce que Louis est un sens qui est le plus abouti en fait à l'intérieur. Et du coup, voilà, il va profiter déjà de votre voix d'histoire contée, voilà, c'est ça. Et se rendre compte en fait, dès qu'ils sortent, qu'il y a une différence entre. Mais ça marche aussi avec la musique. Enfin, je parle d'histoire parce que c'est mon dada, mais pour la musique, c'est exactement pareil. D'ailleurs, assez facilement, et ça c'est une des accroches que j'avais avec les parents quand je travaillais en PMI, c'est que souvent je demandais aux parents, est-ce que vous lisez des histoires à vos enfants? Et souvent ils me disaient, non. Ah. Et du coup je posais une autre question juste derrière en disant, est-ce que vous chantez des comptines ou des berceuses à vos enfants? Là, plus souvent la réponse était oui. Et en fait, finalement les comptines et berceuses, c'est les premières histoires qu'on raconte à nos bébés. Parce que la structure du texte est la même que dans les livres. On est sur un langage récit. Donc du coup, oui, on va peut-être pas forcément spontanément prendre un livre pour raconter quelque chose à notre bébé, mais en tout cas, on peut le faire, puisque en plus, maintenant au niveau de la littérature de jeunesse, on a des choses vraiment très très belles. Bon, on a des choses très très moches aussi, il faut le dire. Je ne saurais que vous conseiller d'aller voir votre libraire. Parce que en grande surface, moi des fois j'ai envie de me pendre concrètement, mais alors, en bibliothèque. Oui, en bibliothèque. Oui. Alors il y a aussi, moi je sais que en bibliothèque, moi ce que je fais, c'est que j'emprunte une fois, puis en général quand j'arrive à la 4e fois ou la 5e fois que j'emprunte, je me dis celui-là va falloir que j'achète. Voilà, c'est aussi. Alors ça c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé, en général dont je parle beaucoup, c'est la notion de plaisir. Je l'ai effleuré tout à l'heure en disant que, voilà, c'est... Je vais vous conseiller, mais on va transposer à une situation d'adulte. Vous avez une amie, un ami qui a lu un roman, qui vous dit « Ouais, c'est trop méga cool comme histoire et tout, machin, je te le prête. » Puis vous allez commencer à lire et vous allez faire « Ça me parle pas. » Et bien finalement, vous, quand vous lisez une histoire à votre bébé,
moi je vais vous dire, cet album-là, il est trop super méga chouette. Vous allez le prendre, vous allez commencer à le lire à votre bébé et vous allez faire... Et là, vous allez voir, votre bébé, bah, ça ne va pas lui parler bien beaucoup. Parce qu'à vous, ça ne vous parle pas. Donc il y a une notion qui me semble indissociable de la lecture, c'est la notion de plaisir. Et c'est d'ailleurs l'importance de commencer à lire des histoires à nos bébés avant qu'ils rentrent à l'école. Alors je ne veux pas dire que l'école traumatise les enfants avec la lecture, hein, mais quand même, Laurence qui fait pas sûr. Mais en tout cas, dès qu'on rentre à l'école, l'album jeunesse devient assez rapidement un outil d'apprentissage. Et des enfants, alors c'est quand même de plus en plus rare, il faut le dire, mais des enfants qui n'ont pas connu la lecture plaisir avant de connaître la lecture pédagogique, et bien du coup, la lecture, c'est pas trop leur tasse de thé. Et je vais même vous raconter une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai mon ado de 14 ans qui n'est pas un amoureux de la lecture, parce qu'il a eu des difficultés d'apprentissage, de langage, et de lecture et d'écriture. Et c'est un garçon qui lit beaucoup. Parce que justement, cette notion de plaisir, elle est ancrée à l'intérieur de lui. Et même s'il a du mal à lire, et ben du coup, il aime lire. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, et c'est vrai que dans la convention que Nini et compagnie avait signée, donc Nini et compagnie, c'est l'association pour laquelle je travaille, dans la convention qui avait été signée avec le conseil départemental, quand j'ai commencé à travailler en PMI, en fait, il y avait marqué prévention de l'illettrisme. Ça peut paraître bizarre quand on intervient auprès des moins de 3 ans, mais vraiment, il y a énormément de choses qui se passent sur ces temps de lecture partagée avec nos tout petits. Et voilà, comme je vous le disais pour mon fils, même si c'est pas un super pro de la lecture, c'est quand même un amoureux de la lecture parce que justement ce plaisir-là, il le connaît. Et même, je vais vous dire autre chose, je vais raconter une autre petite anecdote. Alors, c'était pas celui-là, c'était celui de la famille Tortue d'ailleurs. Parce qu'il me semble bien que dans le fond, il y a des demoiselles qui l'aiment bien, celui de la famille Tortue. Sur un album du même format que celui-ci, j'avais posé cet album par terre, ouvert comme ça, voilà. Et, alors je ne sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon, qui avait 7-8 mois, donc il était plat ventre par terre. Donc il regardait ce livre-là, et je vais vous le faire. Il regardait, il faisait ça. Et là, quand je l'ai vu faire, je fais « Waouh !» Il a déjà compris le sens de lecture. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nos bébés nous observent beaucoup, et assez rapidement, ils comprennent que dans la langue française, on commence ici, on va là, on revient à la ligne ici, et on va là. Et que j'ai des enfants qui commencent par la fin. Donc en général, alors, je ne vais pas faire une généralité, hop, on efface. Mais en tout cas, c'est souvent des enfants qui ont des origines asiatiques. Et j'ai des enfants aussi qui lisent dans ce sens-là. Et souvent, c'est des enfants qui ont une langue origine arabe. Voilà. Donc les enfants nous regardent faire. Et du coup, eh bien, ils font comme nous. Donc ils en captent vraiment ça très très rapidement. Et je vous dis, 7-8 mois, on peut se dire, c'est bizarre, ça fait un peu tôt quand même. Mais non, en fait, très très rapidement, ils comprennent que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vous parle vraiment beaucoup des bébés. Je vais vous parler peut-être des un tout petit peu plus grands, mais un tout petit peu. Hein. Je vous disais tout à l'heure, j'ai mon fils cadet qui j'ai commencé à lui lire des histoires, il avait 14-15 mois, et je vous dis, c'est un véritable cauchemar cette période-là. Alors, est-ce que, alors ceux qui ont des grands enfants, forcément, ils sont passés par là. Est-ce qu'il y a des parents dans l'assistance qui ont des enfants d'à peu près cet âge-là, ou pas? Un petit peu plus grand? C'est pas les nôtres, mais on a ça. Là, vous êtes assistante maternelle, d'accord, ok. Et ils ont dans les environs de cet âge-là, d'accord. Alors, est-ce que ça vous arrive? Je suis sûre que ça vous arrive régulièrement. Un enfant, je vais faire l'enfant, d'accord? Je m'appelle Virginie, j'ai 18 mois. Et j'adore ce livre. J'ai trop envie qu'on me le lise. Et comme à la crèche, il n'y a pas beaucoup de garçons, et aujourd'hui j'ai décidé que c'était le papa qui allait me le lire. Et voilà. Tu me lis? Délivrez-moi. Une grosse page.
Ah, merci, c'est gentil. Promenons-nous dans les bois pendant que Croco n'y est pas. Je suis pas encore l'expérience. On va aller faire un petit tour. Ça va. Tu voulais que je te le lise, le livre. Non, continue. Continue. Je regarde de loin, je regarde. Mais t'inquiète pas, c'est Oui, ça fait pas. un dessin. Continue. Si Croco y était, il me mangerait. Le voilà, au secours. Pamela. Non, moi c'est Virginie. Virginie, pardon, Virginie. Ouais, mais Virginie, c'est pas un vrai crocodile. Non. Continue. Tu peux en lire un autre? Continue. Bon, c'est sûr. Continue. Le voilà, au secours. Les grosses pages sont collées. Miam miam. C'est sûr que tu veux que je le lise? Coucou, viens par ici. Et clac. Au revoir, monsieur Coco. Il m'a fait donner. On est arrivé à la fin. Alléluia. C'est déstabilisant, n'est-ce pas? Oui. J'avais pas envie que je fasse alors. Alors, les enfants de 18 mois, alors ça peut commencer beaucoup plus tôt, parce qu'il y a des enfants qui acquièrent la marche beaucoup plus tôt, donc du coup, c'est en fonction de, on va dire, l'acquisition de la motricité globale, en fait. Il y a un moment donné, il y a deux choses qui se rencontrent. Il y a l'envie d'avoir une histoire, le besoin d'être nourri d'histoire, et le besoin d'exercer sa motricité. Et là, à un endroit, ça va se percuter. Et en fait, moi, j'ai 18 mois, j'ai envie que vous me racontiez une histoire, que je connais bien en plus, hein, parce qu'au moment où arrive le croco, je me carapate. Mais du coup, j'ai quand même envie que vous me racontiez cette histoire qui me fait peur, mais du coup, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller loin, parce que j'ai peur. J'ai besoin de plein de choses dans mon corps, en fait, pour que cette histoire-là, je la vive. Et ce qui est idéal, c'est toutes les explications que vous m'avez données, vous les effacez. Vous restez juste sur la lecture. Parce que du coup, ce qui est chouette pour les enfants, c'est qu'ils vivent vraiment ce truc-là. Et ben du coup, c'est pour eux, il y a vraiment quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Pas hésiter à continuer. En fait, c'est très très perturbant pour les adultes. Et alors, je vous jette pas la pierre parce que moi, la première, quand j'ai commencé à lire des histoires en tant que professionnelle, c'est une des choses qui m'a le plus déstabilisée en fait. Parce que nous, en tant qu'adultes, quand on écoute une histoire, on est assis, on bouge pas et on écoute religieusement ce que nous raconte le lecteur. Les enfants, ils fonctionnent pas comme ça en fait. Les enfants, ils ont besoin de bouger leur corps. Alors des fois, ils le font de manière globale comme moi je l'ai fait là, ce qui n'était pas très confortable pour vous. Mais ils le font aussi des fois de manière un peu plus fine. C'est-à-dire qu'ils vous amènent un bouquin, et puis ils en chopent un autre, et en même temps que vous lisez, ils feuillettent l'autre livre. Alors là, le premier truc qu'on se dit, c'est bon, il n'a pas envie que je lui lise celui-là, il a envie que je lui lise l'autre. Et vous proposez, en général ils sont sympas, ils disent ok, sauf que vous allez lire celui-là, il va prendre l'autre, il va feuilleter l'autre. Parce que, voilà, il est sympa, il reste à côté de vous, déjà au niveau motricité globale, il ne bouge pas, mais du coup, il faut que ça bouge quand même. Et du coup, la manière qu'il a trouvée pour pallier à ce truc-là, c'est qu'il tourne les pages du livre. Ça vous parle, mesdames? Oui. Mais ça c'est un des passages au niveau de la lecture au tout petit qui, enfin, moi personnellement, je trouve est le plus perturbant. Parce que, voilà, on n'imagine pas qu'un enfant, il ait besoin de ça pour pouvoir écouter. Parce qu'il y a des fois, ça va même jusqu'à, je vous dis, une conceptualisation en fait du récit. Je vais donner un exemple, mais je crois que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un compte-rendu à ma collègue Laurence. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui parle de voiture. Vous avez un garage juste à côté. L'enfant, il va écouter votre histoire, ça parle de voiture. Il se dit « Oh, ça c'est trop bien !» Et puis il va aller prendre les petites voitures et en même temps que vous lisez l'histoire, il va manipuler les voitures.
Donc il y a quelque chose vraiment pour lui qui se passe là, à cet endroit-là. Et il est vraiment dans l'histoire avec vous pour le coup, puisque en plus il a pris un truc qui est en lien avec ce que vous êtes en train de raconter. Donc c'est vrai que cet endroit-là, il n'est pas du tout confortable pour les adultes. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir nos petits à côté de nous et partager vraiment cette histoire de manière proximale, j'ai envie de dire. Mais du coup, sur cette tranche d'âge-là, et des fois ça dure longtemps, hein, parce que moi j'ai vu des enfants de plus de 3 ans qui écoutaient encore de cette manière-là, mais du coup qui ont besoin de mouvement pendant qu'ils écoutent. Oui. Alors moi j'ai pas 3 ans. Ah ouais? Mais par contre, alors après on est tous différents, mais moi je sais que, je sais pas quand, bon là je le fais pas, hein, Ouais. mais quand j'écoute, c'est très souvent que je veux faire autre chose. Oui, bah oui. Mais ça aide à focaliser la concentration. Hein. Oui. Moi ma mère, quand elle était à la fac, elle faisait du tricot pendant ses cours. Oui. Mais le prof était déstabilisé, mais vraiment il écoutait, hein. Mais elle tricotait en même temps. C'est ça. Donc c'est des choses qui des fois qui ne nous quittent pas. Mais en tout cas, c'est un passage, j'ai envie de dire, normal. Donc déstresser, monsieur, dame, c'est normal. Et alors, comme je vous dis, en plus, ça dure donc plus ou moins longtemps. Des fois, ça dure jusqu'à l'âge adulte. Mais en tout cas, c'est un passage qui est, j'ai envie de dire, presque obligatoire, en fait. Pour arriver après à se poser pour écouter des histoires. Dans les différents formateurs que j'ai eu une dame d'une association qui s'appelle Accès, donc c'est essentiellement avec eux d'ailleurs que je me suis formée, qui parlait du parcours du bébé lecteur. Et moi, je trouve ça intéressant, cette notion de parcours. Parce que du coup, un enfant à qui on lit des histoires depuis qu'il a 3 mois, quand il va arriver à 3 ans, inévitablement, voilà, il sait qu'un livre, on commence du début, on va jusqu'à la fin, on tourne toutes les pages, toutes ces choses-là. Un enfant qui va commencer à 18 mois, 2 ans, quand il va arriver à 3 ans, ce sera déjà pas pareil pour lui. Vous voyez, cette histoire de parcours du bébé lecteur, je trouve très très intéressant, parce que nous, adultes, ce qu'on attend d'un bébé, enfin d'un enfant, c'est effectivement, idéalement, moi ce que je vois, que je mets vraiment tout à la fin du parcours du bébé lecteur, c'est on est assis, on écoute une histoire, et voilà, et on échange, et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive plutôt vers la fin. Donc, oui. J'ai une question, parce que je me rends compte que je pense que je lis pas bien les histoires. Oh, dites pas Dans ça. le sens où peut-être que je suis déstabilisée quand on a des beaux livres comme ça. On a des fois deux petites phrases et plein de choses à côté. Et souvent, quand j'ai une histoire à j'ai tendance, peut-être pour les faire participer, parce que peut-être parce qu'ils font d'autres choses, à commenter un peu ce que je vois. Et donc, je sors un peu de l'histoire. Et après, je me dis, mais en fait, non, je profite de votre remarque. Alors, vous me faites pas mal. Après, ce que je conseille, moi, aux parents, donc ou aux tatas, c'est de choisir. Parce que il y a quelque chose qui est très très important aussi dans ce livre-là. Par exemple, je prends celui-ci. Si c'est moi qui le lis, si c'est vous qui le lisez, si c'est quelqu'un d'autre dans la pièce qui va le lire, c'est les mêmes images et c'est le même texte à l'intérieur. Donc, si donc moi je vais lire du début jusqu'à la fin, je vais tout lire, machin, et vous, juste derrière, vous le prenez, vous lisez, et puis après, vous commencez à commenter les images et tout ça. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la permanence du texte. Donc, la permanence du texte, c'est le fait que ce soit n'importe qui le lise, c'est le même texte au même endroit avec les mêmes images. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant, en fait, pour les enfants. D'ailleurs, je suis sûre que là aussi, ça va parler à beaucoup de monde, il y a une période entre 2 et 3 ans où les enfants demandent entre 15 et 25 fois la même histoire. Hein, ou pas ? Eh bien, parce que c'est une période où il y a des angoisses qui viennent à la surface, et du coup, le livre peut être une manière de pallier à ça, parce que justement, on retrouve le même texte, la même image au même endroit. Et du coup, si on fait comme vous dites, il y a la permanence du texte, en fait, elle prend un mauvais coup derrière les oreilles. Donc moi, ce que je propose, c'est de se dire, là, ok, on va regarder les images. Et là, alors là, vous pouvez faire fun, hein, vous pouvez tout décrire. Et même moi, j'ai des enfants, je commence à lire une histoire, et au bout de, 15 secondes, il commence à me dire « Oh, regarde, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Donc lui, il n'a pas envie de lire l'histoire, il a envie de lire les images.
Donc du coup, je lui propose. Je lui dis, si tu veux, on oublie l'histoire et on va lire les images ensemble. Et si je lui pose la question, est-ce que tu veux qu'on continue à lire l'histoire et qu'il me répond oui, alors que 2 secondes avant, il était en train de tout me décrire, ce que je fais, c'est que je propose. Je dis, écoute, si tu veux, on lit l'histoire jusqu'à la fin, et puis après, on reprend le livre et on regarde toutes les images ensemble. Mais en général, c'est trop bien. Les enfants, il y a en plus les 2 désirs de l'enfant là, ils ont été satisfaits, c'est-à-dire qu'il a pu avoir son histoire, et en plus, après, il a pu exercer son vocabulaire en décrivant tout, en fait. Voilà. Moi, je voulais faire part d'une expérience sur la présence d'avoir une petite bibliothèque chez soi. Ouais. Est-ce que chez des gens, il n'y a pas du tout. Ouais. Des fois, même, il n'y a même pas une décoration. Donc, et je crois que c'est très important, ça, de dire que ça fait partie de l'intérieur de la maison. Quoi. Il y a une cuisine, et ben, il y a aussi... Oui, il y a une bibliothèque. Et après, ça se retrouve... Des fois, on trouve chez les grands-parents. Moi, je sais que mon père avait tout un truc sur la peinture. Ouais. Et je vois que maintenant, ma fille... elle a voulu à sa mort en fait avoir tous les bouquins, ouais. Et maintenant je vois qu'elle a une bibliothèque chez elle de ça. Donc c'est pas toujours généraliste sur la littérature, mais enfin elle a pris ça. Ouais. Et bon, notre fille, je sais aussi qu'elle a des romans, donc et elle se fait, c'est un objet à la fois de décoration, mais quand même aussi culturel. Oui. Donc et ça c'est pas c'est une chose à dire, que c'est pas que privilégié. Oui, alors j'aime beaucoup ce que tu dis, Florence, parce que ça va me permettre de dire autre chose aussi. Tu viens de le dire, avant d'être un objet culturel, c'est un objet. Alors, bel objet, pour la plupart du temps, mais pour nos tout petits, là je vais revenir un tout petit peu avant 18 mois, souvent, un enfant qui a, je sais pas, 8, 9, 10 mois, quand il prend un livre, c'est super méga bon. C'est super méga bon un livre. Avant de le goûter, est-ce que tu as tout ce qu'il y a à l'intérieur, il va le goûter vraiment avec la bouche. Et c'est ça aussi, ça a la vie dure, parce que oui, nos albums jeunesse, ils en prennent un peu un coup derrière les oreilles, hein, parce que la tête de Laurence. Oui, c'est vrai, effectivement, ils morflent un peu. Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Ils veulent participer à l'illustration de l'ouvrage. Et oui, c'est vrai. Ben oui, parce qu'on veut laisser une trace quand on est un peu plus grand. Donc c'est vrai que souvent, les livres finissent avec... vous voyez, celui-là, il a eu tellement de bave à l'intérieur que ça colle. Et du coup, mais c'est la vie du livre. Enfin, et ce qui est chouette, alors, dans les bibliothèques de maison, alors là, je vais penser peut-être plus aux assistantes maternelles. Dans les bibliothèques de maison, ce qui est chouette, c'est que ce soit à portée de main des enfants pour qu'ils puissent aller choisir leur livre. Alors ça aussi, c'est aussi une question qu'on me pose. C'est oui, mais alors, qu'est-ce que je propose à mes enfants comme livre ? Et du coup, la sélection que je fais, mon enfant va pouvoir choisir dedans, mais c'est quand même moi qui ai choisi à la base. Alors oui, mais c'est quand même vous qui êtes lecteur après. Donc je reviens à la notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure. C'est sûr que vous n'allez pas mettre dans votre bibliothèque que des trucs que vous n'aimez pas, parce que sinon ça ne va pas le faire. Même si le grand pédopsychiatre vous a dit « Ah, ça c'est trop le livre de la mort qui tue », et que en fait, vous, quand vous avez lu ce bouquin, ça ne vous a pas parlé du tout. Et voilà, celui-là, s'il ne vous parle pas, hop là, éjecte. Mettez-le de côté. Parce que vraiment, cette notion de plaisir et de plaisir partagé, elle est très importante. Et après aussi, la notion de choix. Alors, moi, quand j'interviens souvent en relais assistante maternelle ou en structure d'accueil de la petite enfance, et du coup, les enfants, à partir du moment où ils rampent, où ils peuvent se déplacer tout seuls, c'est eux qui vont choisir leur livre. Parce que exercer son libre arbitre, j'ai envie de dire, ça peut commencer de tout bonheur. Je ne sais pas comment vous faites, alors vous allez peut-être pas choisir en médiathèque des albums de jeunesse, mais moi quand je vais en médiathèque, que je vais choisir des albums, d'abord je passe, je fais « Ah tiens, le dessin il me plaît ». Donc hop, je sors, j'ouvre, je fais « Ah, il y a trop de texte », pouf, je referme, je repose. Et puis voilà, et ben en fait nos enfants font exactement pareil que nous en fait. Déjà, ils vont essayer de choper un truc, ils vont le manipuler, bon bah ça c'est trop grand, non, j'en veux pas. Et du coup, alors je dis c'est trop grand, j'en veux pas, mais des fois il y a des espèces de tout petits mini-moys là qui ont des bouquins comme ça.
ils galèrent un peu pour arriver à les ouvrir. Et je crois que c'est la performance psychomotrice qui les intéresse plus que d'aller regarder à l'intérieur. Mais du coup, voilà, c'est eux qui vont choisir leurs ouvrages. Et dès tout petit, ils peuvent le faire. Et c'est ça qui est chouette. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de la bibliothèque de maison, pour nos petits, c'est bien que ce soit un ras la moquette. Parce que du coup, ils peuvent aller... Alors, on peut même faire, si vous avez envie une fois de temps en temps, si la bibliothèque que vous avez peut-être rangée comme ça, la mettre à terre, comme ça, du coup, ils vont grappiller dedans. En faisant comme ça. Bon, un peu plus grand avec les deux jambes, mais du coup, voilà. C'est important de pouvoir effectivement leur mettre à disposition toute cette belle littérature. Oui. J'ai une question sur justement le type de livre qu'on Ouais. raconte. Mm-hmm. Parce que récemment, j'ai lu un article Montessori sur le fait qu'il fallait lire des histoires. Je vais mourir. Alors, j'ai travaillé en collaboration avec une personne qui est formée à la pédagogie Montessori. Et en fait, j'entends bien l'histoire, par exemple, des animaux anthropomorphes. Voilà, les animaux habillés, c'est sûr qu'on n'en croise pas tous les jours. Donc, ces ouvrages-là, dans la pédagogie Montessori, on ne les conseille qu'à partir de 6 ans. Parce qu'à 6 ans, il y a une vraie, au niveau du cerveau, il y a une vraie différence qui se fait entre le réel et l'imaginaire. Bon. Moi, des livres comme ça, j'en lis à des tout petits bébés. Alors après, là, je n'engage que mon point de vue. Je ne dis pas que Madame Montessori avait tort, hein, mais voilà, c'est un point de vue qui s'entend aussi. C'est-à-dire que moi, je fais confiance à nos enfants dans le fait que si, par exemple, alors on ne va pas parler des animaux anthropomorphes, mais par exemple d'un livre qui fait peur. Si l'enfant va se saisir d'un livre et que c'est un livre qui fait peur, et bien du coup, assez rapidement, il va le refermer et il va le mettre de côté. Au niveau montessorien, on ne l'aurait pas présenté à l'enfant. Voilà. Après, j'allais dire, on peut ménager la chèvre et le chou, faire un petit bout de machin, un petit bout de truc. Oui. Est-ce qu'il faut commencer par exemple l'histoire en disant que cette histoire est complètement imaginaire Il faut faire confiance à l'enfant. Ah oui, c'est ça. Ils ont cette capacité à distinguer, même avant 6 ans, les choses et ils apprennent le bien, le mal. C'est sûr qu'ils ne vont pas le distinguer tout de suite, mais plus il va y avoir de récits autour de ça, plus ils vont le distinguer. La peur, ils ont besoin d'être rassurés, donc si on leur propose tardivement, après... Oui. Chacun ses points de vue, il y a plein de pédagogies différentes. Après, je pense qu'il faut piocher un peu partout. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants aussi depuis longtemps. Maintenant, je suis plus vieille que moi. Mais du coup, voilà. Je pense qu'il faut, à un moment donné, du bon sens et faire confiance aux enfants. Ouais. Et ils ont besoin de ces livres et ils ont cette capacité à distinguer les choses. Et il faut leur faire confiance aussi. Ouais. Après, il faut que vous soyez en accord avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est vraiment une question intrinsèque. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Expliquer avant, je pense que non. dans ces cas-là, il ne faut pas l'utiliser. Non. Parce que c'est que vous n'êtes pas en accord avant avec, et du coup, voilà, il faut vraiment proposer des choses. Voilà. Oui. Non, je disais, du coup, le problème avec Montessori, c'est que le champ de livres que vous allez pouvoir trouver pour les tout petits est vite très réduit. Ça va être vite très réduit. Et même en fait dans les approches du vocabulaire, de la rythmique ou des choses comme ça, ça va être même au niveau de l'illustration, ça va vite réduire en fait le champ de l'enfant. Après, moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que plus c'est varié, et mieux c'est, et que je suis d'accord, il faut faire confiance aussi à l'enfant. Et si leur imaginaire. C'est ça. C'est moins subi que la télévision. Oui, alors oui, là il y a un vrai choix en fait. L'enfant, quand il va aller dans un livre qui va lui faire peur, il va le refermer, ou pas d'ailleurs. C'est ce que disait Laurence, c'est que moi par exemple, par rapport aux animaux anthropomorphes, ce sont des animaux qui sont habillés comme nous, mais du coup il y a une mise à distance. C'est-à-dire que, non là ils sont pas anthropomorphisés, zut. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme... J'en ai pas tant que ça finalement, moi, des animaux anthropomorphes dans mon site, c'est celle-là. Hop là. Scritch, Scratch, Dip, Clapote. Il est très chouette ce livre. C'est sur les peurs de la nuit. Et en fait,
du coup, là, on va vraiment dans un endroit qui n'est pas très confortable. C'est cette petite grenouille qui n'a pas envie d'aller se coucher le soir et qui, quand il est dans son lit, entend scritch, scratch, dip, clapote. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se relever, il va essayer d'aller s'incruster dans le lit de papa et maman. Et puis, une fois, 2 fois, et puis à la 3e fois, papa, il craque. Et du coup, comme il a laissé sa petite grenouille dans le lit avec maman, et du coup, c'est lui qui va se coucher dans le lit. Et quand il s'installe dans le lit, qu'est-ce qu'il entend? Scritch, scratch, dip, clapote. Voilà, il dit tiens, c'est... Et en fait, on se rend compte à la fin de l'ouvrage que, c'est dans quel noir? Scritch, scratch, une taupe creuse sa galerie, dip. L'oiseau de nuit pousse son cri, clapote. Un poisson d'argent bondit et replonge dans l'eau. En fait, on arrive à la fin, on a quand même un peu la frousse pendant l'histoire. Et en fait, on arrive à la fin de l'histoire où il y a une explication concrète et matérielle du scritch, scratch, dip, clapote. Donc c'est quand même intéressant. Un enfant qui a peur de la nuit, des bruits, des choses comme ça, du coup, un bouquin comme ça, je peux vous assurer qu'il risque de vous le demander. Parce que du coup, ouais. Oui, vas-y. Par rapport à ça, je pense qu'effectivement, de toute façon, il faut être à l'aise avec ce qu'on lit, parce que, de toute façon, sinon, je pense que l'enfant le sent. Au-delà de ça, j'entendais un conteur parler il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il doit y avoir différents points de vue là-dessus, mais lui, il considérait qu'effectivement, il y avait quand même différentes phases, et en fonction, il disait qu'il y avait des contes qui étaient plus ou moins adaptés. Par exemple, il disait Petit Chaperon Rouge, que lui, il ne considérait pas que c'était un conte pour les petits, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, la question, c'est pas dans l'absolu, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Alors, moi, personnellement, il y a des fois, par exemple, il y a des choses qui ont choqué des personnes dans les ouvrages que je peux proposer à des moins de 3 ans. Dans ma valise de travail, j'ai toujours un livre qui parle de la mort. Et pour beaucoup de gens, parler de la mort à des enfants de moins de 3 ans, c'est choquant. Je prends un exemple, parce que du coup, c'est... Et après, c'est comment on l'aborde, comment c'est présenté. Moi, les ouvrages, par exemple, que je choisis, ils sont toujours avec beaucoup de poésie. Et du coup, voilà. Finalement, on arrive à la fin, nous, en tant qu'adultes, on y aura mis la mort. Peut-être que l'enfant, il y aura mis juste le sommeil. Et voilà, ça peut être interprété de manière différente. Par rapport à ce que vous dites, on en revient quand même un petit peu à la confiance qu'on accorde à nos enfants et aussi à se dire que, par exemple, je dis une bêtise, mais à 6 mois, il va comprendre une telle chose, à 2 ans, il va comprendre une autre chose, et à 6 ans, il va comprendre encore une autre chose. Et je vais même vous prendre un exemple très personnel. Quand j'étais en terminale, j'ai lu au moins 2 ou 3 fois Le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai trouvé juste extraordinaire, qui m'avait parlé avec tout ce romantisme, il finit la tête coupée à la fin, c'est merveilleux. Et quand je l'ai relu, en fait, quelques années plus tard, et ça m'a vraiment pas parlé, quoi. Donc, mon côté romantique a dû partir un petit peu. Mais en fait, avec les enfants, c'est pareil. Entre-temps, il y a eu l'étude de texte. Il y a eu l'étude de texte aussi, mais ça, c'est assez traumatisant, ça, j'avoue aussi. J'avoue aussi que c'est assez traumatisant. Mais en tout cas, pour nos enfants, au niveau de ce qu'on leur lit, voilà, à un âge, ils vont comprendre, ils vont choper quelque chose. À un autre âge, ils vont prendre autre chose. Après, en fonction aussi de l'étape du développement de l'enfant, de tout ce qu'il y a de compréhension, du monde extérieur, de toutes ces choses-là. Alors, moi, j'ai envie de dire, on peut tout lire à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est souvent, on pose la question, ce livre-là, il est pour quel âge? Et ça, c'est une question que je déteste. Parce que du coup, des albums comme, je ne sais pas, Mon Coquelicot, par exemple, les bébés adorent cet album-là, mais quand je le lis avec des enfants plus grands, ils apprécient aussi parce que, voilà, avec des enfants de 6-7 ans, ils vont apprécier la poésie. Pour eux, peut-être après, essayer de faire pareil. Enfin, par exemple, celui-ci, regardez. Ça, c'est un des meilleurs exemples. La boîte des papas. Voilà, il y a 4 ouvrages. Il y a 4 boîtes différentes. Et la boîte des papas... Ça, c'est super au niveau motrice.
là, au niveau de la motricité, c'est génial. Voilà, on enlève le truc, on remet dedans. Enfin, des fois, c'est un peu casse-tête parce que le dernier, il est toujours un petit peu plus compliqué à enfiler. Et ça, c'est un livre que une boîte que les 18 mois aiment beaucoup parce que justement, on est beaucoup en plus dans je mets dedans, je ressors, voilà. Et c'est un livre que les débutants lecteurs kiffent. Parce qu'un enfant de 6 ans, quand il va commencer à lire, hop, bah là, c'est papa saute, papa peint, c'est sujet, verbe, point. Et du coup, à lire, c'est trop bien, je suis trop fière, j'ai réussi à lire mon histoire et tout. Donc du coup, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'à chaque âge, on peut vraiment arriver à trouver l'intérêt de cette chose-là. Le petit chaperon rouge, quand on est adolescent ou adulte, on y voit des trucs pas très classe quand même à l'intérieur. Voilà. Quand on est tout petit, quand on a 2-3 ans, c'est la peur du loup, c'est toutes ces choses-là. Enfin, après, au niveau en fonction de l'âge qu'on a, on va vraiment pas entendre la même chose. Et puis les mots ne veulent pas dire la même chose. Ah bah oui. J'ai une blague, j'ai une petite fille de 6 ans, c'est mon anniversaire, elle m'a demandé mon âge. Donc 56, elle dit ah oui, c'est l'âge on est mort. Voilà, donc, ça c'est fait. Ça m'a fait un super choc. Mais en fait, pour elle veut dire, c'est vieux. C'est vieux, c'est l'âge où on est mort, quoi. C'est foutu après 56 ans. Un choc, après il faut creuser un peu. Donc on a peut-être des précautions, nous, sur les mots morts, alors qu'eux, ils l'intègrent en fonction de leur âge. C'est ça. Que c'est peut-être nous qui freinons un peu, alors qu'ils sont ouverts à des choses et puis qu'ils font des parallèles. Mais voilà, c'est peur des grands mots. C'est ça. J'ai appris plein la gueule. Mais... Je pense qu'on peut entend des choses différentes en fonction de l'âge, et même adulte, quand on lit des choses avec des années de différence, on ne voit pas la même chose, c'est assez clair. Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire, y compris des choses graves, avec des mots adaptés, ça c'est pas un souci. Par contre, moi j'ai aussi souvenir, et ça, ma mère, ça lui a posé un gros problème. Bon, alors, c'était pas une histoire, c'était un truc que j'avais vu chez une voisine. Donc c'était visuel et c'était quand même un film. Mais il y avait un loup et il y avait une transformation, et moi j'ai fait des cauchemars. Et ça, ma mère, elle ne savait pas ce que j'avais regardé. Et du coup, elle ne savait pas ce qui s'était passé chez la voisine qui m'avait glissé devant la télé. Et ça a duré un moment. Et c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Florence, c'est que les images animées ont un impact sur nous qui est vraiment très différent, parce que du coup, quand on a un livre dans les mains, si ça nous fout la frousse, on ferme, on éjecte. Alors que là, avec des films, il y a quelque chose d'autre qui se passe, je trouve. Moi, ce que je propose, c'est qu'on poursuive évidemment autour d'un cocktail, mais avant, je voudrais vraiment te remercier parce que je suis scotchée. Sincèrement, de ce métier, de ce professionnalisme, tout ce que j'ai pu apprendre là en 1 heure. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Alors, on va poursuivre, parce qu'il y a quand même un horaire. Après, il y a le cocktail, n'hésitez pas. Mais vraiment, je suis très admirative de ce métier, la façon dont tu l'as expliqué, puis qui est complémentaire, parce que tu es conteuse, mais tu écris, tu fais l'édition, donc... je suis multifonction. C'est très bien. Alors, tu n'as peut-être pas exposé, si tu veux encore nous le dire, comment, justement, parce qu'on est quand même dans l'entrepreneuriat au féminin, comment tu fais pour vivre de ton art? Comment tu trouves le métier de conteur, et comment l'édition, comment ça se passe? Alors, si tu pouvais terminer là-dessus, parce que je trouve que ça serait aussi un angle intéressant. Alors je crois que... Voilà, si vous voulez bien, et après on pourra poursuivre sur des questions plus personnelles. Je crois que pour vivre de ce qu'on aime, il ne faut pas hésiter à se diversifier. Moi j'ai commencé, donc quand je me suis installée à mon compte il y a 8 ans, j'avais dans l'idée de faire des spectacles pour les tout petits. Et puis, le conseil départemental est venu me chercher en fait pour les lectures en PMI. Et là, j'ai découvert le métier de lectrice. Et là, je me suis formée à ça parce que je trouvais qu'en plus, c'était une belle continuité par rapport à mon métier initial. Et puis, avec mon métier de lectrice, je me suis rendu compte que ça ne remplissait pas la gamelle quand même. En plus, vous allez me dire, je suis complètement timbrée. Je me suis installée à mon compte au moment où j'ai divorcé. Donc, j'ai un peu nagé au niveau des finances. Et du coup, à un moment donné, pour continuer à vivre ce que j'aime, j'ai développé d'autres choses. Donc, au niveau de ce que je propose, donc, j'accompagne des structures d'accueil de la petite enfance dans la découverte de ce qu'est la lecture individuelle au sein du groupe, parce que là, on a des professionnels, mais du coup, mon
mon cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est qu'en structure d'accueil de la petite enfance, alors c'est pas tout à fait pareil pour les assistantes maternelles, même que sur les ateliers RAM, des fois, c'est que en fait, les enfants de moins de 3 ans ont besoin d'une lecture individualisée. Et du coup, souvent ce qu'on fait en médiathèque ou en structure d'accueil de la petite enfance, c'est moi ce que j'appelle des lectures collectives, c'est-à-dire on lit un bouquin, il y a 15-20 enfants devant soi, alors qu'en fait, les petits de cet âge-là, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est vraiment d'avoir une lecture pour eux. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail. À côté de ça, je fais de la formation, puisque moi, je me suis nourrie au fur et à mesure de ces années, et à un moment donné, j'ai eu envie de transmettre ça aux autres. Et du coup, je transmets la partie lecture, mais je transmets aussi la partie un peu plus spectacle, puisque je fais des formations sur la lecture à voix haute et sur le kamishibai, qui est un peu plus spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom barbare. C'est un petit théâtre japonais en bois, la plupart du temps, des fois il est en carton. Et en fait, c'est des planches où vous avez le dessin d'un côté et l'écrit de l'autre. Ce qui fait que vous racontez votre histoire et les personnes qui vous écoutent n'ont que l'image. C'est trop bien. Les enfants aiment énormément. Donc ça, c'est au niveau de la formation. Donc du coup, là, c'est ma première, mais c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire de plus en plus, c'est de faire des conférences. Parce que du coup, c'est remarquable que ce soit un peu que temporaire. Et si vous pouvez en parler et diffuser, parce que les gens sont demandeurs de conférences de qualité. Donc voilà. Ouais. Et donc la dernière partie qui est celle qui me tient le plus à cœur, parce que c'est celle qui est pas le plus artistique, parce que mais donc ce sont mes 3 bébés livres. Donc il y en a un 4e qui est en préparation. L'accouchement est pour bientôt. Et donc ces 2-là qui sont édités par Nini et compagnie, et celui-ci donc qui est édité chez Édité une fois l'Auvergne. Et ça, c'est des vraies belles aventures en fait. Alors après, il faut se distribuer. Le métier d'éditeur pour moi, c'est une découverte pour l'instant. Donc des fois, en plus, j'ai le plaisir de travailler avec d'autres auteurs, illustrateurs. Et là, je vais le dire haut et fort, on est en train de se mettre en collectif, en fait. On va s'appeler les Crayons Arverne. Et vous allez pouvoir trouver de la belle et grande littérature de jeunesse dans vos grandes surfaces culturelles, et peut-être même vos grandes surfaces si on arrive à y aller. Voilà, on a vraiment envie d'amener ça. Bon, les librairies, c'est le premier endroit où on va aller chercher, mais c'est un constat que j'ai fait à travers mon métier de lectrice en PMI, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui achètent leurs albums en grande surface. Du coup, on s'est dit, on va y aller. Voilà. Avec un label qui sera particulier. Ah oui, les Crayons Arverne. C'est du 100% local. Ce soir, c'est évidemment... Alors, c'est les 3 miens. N'hésitez pas. Si vous avez un petit cadeau de dernière minute à faire, je suis là, je peux vous faire même une dédicace et tout. Il y a 2 bébés qui sont nés cette année aux AFE avec nos adhérentes, donc on va leur faire un cadeau. Des AFE, voilà, évidemment, à des albums. Voilà. On peut applaudir. Merci infiniment. Merci à tout le monde d'être venu, puis boire un petit coup. Voilà, donc on vous offre un petit cocktail si vous continuez à... Si vous avez encore une question,